c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque. Ma petite médiathèque, c'est mon blog et je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube du blog pour vous parler lecture. Sur cette chaîne, vous trouvez aussi bien des vidéos lecture que des vidéos loisirs créatifs avec du tricot et du crochet principalement. Mais aujourd'hui, il ne sera pas du tout question de ces arts du fil. Donc, si vous me suivez pour le loisir créatif, pas de panique, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer tous mes encours et vous verrez, il va y avoir des modifications, des défaits, des projets à défaire, des nouveaux projets à faire, etc. Mais pour ça, rendez-vous dimanche prochain. Si vous me suivez que pour les loisirs créatifs et que vous avez cliqué par hasard sur cette vidéo, avant de me quitter, laissez-moi en commentaire une petite pelote de laine, ça me fera plaisir, ça me fera un petit clin d'œil. Et puis les commentaires, ça fait toujours remonter aussi les vidéos et puis ça montre que voilà, vous êtes réactifs à ce que je dis. Pour ceux qui ont envie de savoir qu'est-ce que j'ai lu au mois de mars, restez avec moi, j'ai un petit café, je prends une petite gorgée. Alors j'ai préparé ma pile de livres, mais j'ai ma pile de laine devant moi, donc il ne faut pas que je confonde entre la vidéo loisir créatif et la vidéo lecture. Je pose mon petit café. Alors je commence avec les livres que j'ai à côté de moi, puisqu'il y a un certain nombre de livres que j'ai lus en numérique ou en audio, donc je commence avec les livres papier. On commence avec un livre pratique que j'ai acheté et lu dans la foulée, le guide de poche de l'argile de Alix Lefief-Delcourt, sorti chez le Duc Poche. Donc j'ai acheté ce livre parce que je voulais, j'avais donné quelques conseils pour tout vous dire à mon frère et je connais l'argile depuis très longtemps, je m'en sers, mais j'avais quand même des petits doutes sur le protocole exact, etc. Et du coup je me suis dit que d'avoir un livre pour aller réviser un petit peu mes connaissances et repiocher à chaque fois un petit peu, voilà, être sûr de soi. Et donc j'ai acheté ce petit livre, je l'ai acheté d'occasion et je l'ai trouvé très bien. Il y a énormément de petits livres de poche sur l'argile, je ne savais pas trop lequel choisir. Je ne connaissais pas, je sais pas, Alix, c'est un homme ou une femme, cet auteur, on va dire. Et je l'ai trouvé vraiment très bien, très clair. C'est, voilà, c'est très... Tu vous montres un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc il y a une partie, comment utiliser l'argile en extérieur, comment utiliser l'argile en intérieur, etc. Comment utiliser aussi application pratique pour la santé, pour la beauté, mais aussi pour la maison. Et donc ça c'est pas mal parce que moi je l'ai déjà utilisé pas mal, par exemple en masque beauté ou alors en... Comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots, ça commence bien. Je sais pas, je retrouve plus le mot, enfin bref, quand on s'en met parce qu'on s'est fait mal et je n'ai jamais utilisé l'argile pour l'entretien de la maison, donc voilà, un chapitre pour découvrir des usages que je ne connaissais pas encore. En tout cas, si vous avez envie d'apprendre à utiliser l'argile, ce petit guide de poche est pas mal du tout. Voilà pour ce qui était de la vie pratique, et maintenant on passe à des lectures loisirs. J'ai lu L'art indien, donc de Hervé, c'est n'importe quoi. Rendez-vous avec l'art indien de Michel de la Houtre, qui est un livre paru aux éditions du Rogue. C'est un livre que j'ai également acheté d'occasion. Il me semble que je vous l'avais montré dans un vlog, je ne sais plus. En bref, je l'avais acheté à Emmaüs, parce que nous avions au mois de mars un marathon de lecture organisé avec Hilde autour de son challenge Les Étapes indiennes, je vais y arriver, un challenge lecture auquel je participe tous les ans depuis un petit moment. Et moi je m'intéresse parce qu'elle c'est un challenge vraiment très très large, on va de la cuisine au cinéma, au roman, etc. Et elle nous propose donc plusieurs pistes d'exploration pour découvrir la culture indienne. Et voilà, moi je m'intéresse principalement au volet culinaire et au volet mythes et légendes, avec un partenariat sur mon challenge Contes et légendes. Mais là j'étais tombée par hasard sur ce livre et donc je me suis dit c'était l'occasion d'avoir un petit livre à lire pour ce marathon de lecture. Je l'ai pris surtout pour les images parce que voilà, moi j'adore les livres d'art pour contempler les œuvres.
Et celui-ci est vraiment très richement illustré, donc voilà, c'était surtout pour avoir toutes les images et les didascalies des images que je l'avais. Mais j'en ai profité pour lire un petit peu le texte aussi. Et le texte m'a laissé un petit peu perplexe dans le choix des mots. Qui m'a pas toujours paru très... je sais pas trop comment expliquer. Ça fait un peu néocolonialisme, je trouve. C'est un peu brut de le dire comme ça. Je pense pas du tout que ce soit l'intention de l'auteur. Mais des fois, il y a des tournures de phrases où voilà, moi, ça m'a un petit peu interpellée en me disant mais pourquoi il... Déjà, c'est faux, historiquement parlant. Et puis, par exemple, le chapitre sur la préhistoire et l'art rupestre commence en parlant, en disant comme ça, les Indiens ont réfléchi au passé de l'univers et à l'apparition de l'homme dans cet univers, au terme d'une très longue durée physique. Selon leur tradition, l'univers aurait été fait par le Créateur il y a 4 millions d'années. Alors, c'est un chapitre sur la préhistoire. En réalité, on n'en sait rien de ce que croyaient les hommes qui habitaient la préhistoire sur le territoire indien. En plus, on utilise le terme « les Indiens », alors qu'on a une petite carte pour parler du fait qu'on va parler du peuplement de cette petite zone-là. Les Indiens, c'est quoi? À cette époque-là, ça n'existe pas, la préhistoire, ça n'existe pas, les Indiens. Les Indiens, c'est un concept très moderne. L'Inde, en tant que pays habité par les Indiens, c'est un pays moderne. C'est pas... Là, on parle de la préhistoire. Pourquoi on utilise ces termes-là? Voilà, plein de petites choses comme ça. Après, voilà, je vous lis juste cette phrase, mais après, ça continue en disant que... depuis leur contact avec le monde occidental et leur apprentissage de l'histoire, les Indiens ont été amenés à modifier leur conception, principalement sur 2 points. Là déjà, ça me choque comme phrase. Depuis leur contact avec le monde occidental, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'historiens dans leur culture, jamais personne s'est intéressé à l'histoire avant qu'il n'ait un contact avec le monde occidental. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis le contact avec le monde occidental, tu parles de la Grèce antique, parce qu'il y avait des contacts avec la Grèce antique, ou tu parles de l'époque moderne de la colonisation? Et encore une fois, on est en train de parler de la préhistoire, donc qu'est-ce que tout ça fait en introduction de la préhistoire de l'art rupestre? Donc voilà, je pense que le propos de l'auteur était de vouloir mettre à l'honneur l'art indien, mais il y a des passages que moi j'ai trouvé particulièrement choquants avec une espèce de vision très néocolonialiste. C'est mon impression. Voilà, il y a quelques passages qui m'ont choqué, donc le reste du livre je l'ai vraiment lu en diagonale. Encore une fois, de toute façon je l'avais choisi pour les photos des œuvres d'art, c'est ça qui m'intéressait. Donc voilà, le texte je l'ai parcouru en diagonale, il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres qui m'ont... pas plu dans la façon dont elles sont en tout cas exposées. Voilà pour ce petit livre que je regrette pas d'avoir acheté, hein, de toute façon je l'avais acheté d'occasion. Ensuite on passe à quelque chose de complètement différent avec un petit manga que j'avais également trouvé d'occasion, Le Gourmet Détective d'Akiko Higashimura. J'ai pas pris mes lunettes. Donc il est paru chez Tonkam Delcourt. J'étais tombée par hasard dessus. Il y a de la cuisine et des enquêtes. Je me suis dit ce manga est pour moi. Et effectivement j'ai trouvé le premier tome très sympathique. Alors pas franchement un manga, ça m'a pas transcendé non plus, mais le dessin est très agréable. Et voilà, on est pris dans l'histoire et ça a vraiment toujours un lien avec la nourriture. Donc voilà, moi j'aime bien quand il y a de la nourriture dans les livres. Donc et puis c'était parfait du coup pour le challenge. Je vous montre cette page, c'est pas forcément la plus jolie, je prends au hasard. Donc plein de cuisine. Et donc voilà, c'est un livre parfait pour mon challenge des livres et des écrans en cuisine et avec des enquêtes qui sont pas forcément en lien. La nourriture joue un rôle important, mais il y a quand même des enquêtes de meurtre, etc. La série, j'ai regardé, je me souviens plus exactement, mais c'est une série courte, donc je vais me procurer les autres tomes, puisque en manga, je préfère toujours les séries courtes, même s'il y a des séries très longues, donc j'ai adoré les premiers tomes. Partir sur des séries de 30 tomes, ça me plaît pas du tout. Du coup, je prends les premiers tomes, après je regarde, si c'est des séries courtes, je continue. Donc celle-ci a continué.
Et dernier livre en format papier que j'ai sous la main, c'est celui-ci, Les souris de Buisson Tomur, l'été, que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première dans cette réédition, puisqu'il sortira au mois de mai. C'est un roman n'importe quoi, c'est un album jeunesse, donc de Jill Bierklem, qui est une autrice des années 80 et qui vient d'être réédité chez Quilin dans cette très jolie édition. Donc je vous montre un petit peu les dessins. J'ai fait un petit montage avec les dessins, donc je vous mettrai le petit montage. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je pense que j'ai dû lire ça quand j'étais vraiment enfant, parce que quand j'étais dedans, j'étais vraiment dans quelque chose de très familier. Pourtant, je ne me souviens pas d'avoir lu les albums, donc j'ai dû les lire quand j'étais vraiment très petite, puisque effectivement ça a été écrit dans les années 80, et c'est tout à fait le style d'album que ma grand-mère aurait pu acheter. Je vois très bien ce genre d'album chez ma grand-mère, donc je les ai probablement lus dans les années 80, et du coup ça a été vraiment un plaisir. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cet album. L'été, je vous en reparlerai quand il sortira, mais du coup j'ai demandé s'il était possible d'avoir le printemps. Je vous mets une image de la couverture du printemps, puisque du coup voilà, il n'y en avait plus de disponible. J'ai eu, ils m'ont très gentiment envoyé le PDF, donc j'ai pu lire le printemps, et j'ai également adoré. À l'occasion, je vais sans doute me l'offrir quand j'irai en librairie, parce que vraiment c'est pour les enfants, mais moi j'adore. C'est un univers tout doux, tout... comment dire, il y a beaucoup de douceur. Voilà, c'est une petite histoire un peu naïve, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas une histoire trépidante, mais c'est plein de douceur, et encore une fois, il y a plein de détails, il y a beaucoup, la nourriture est encore très présente, et puis dans les dessins, il y a énormément de détails. J'ai adoré, je pouvais passer un long moment sur une planche juste à voir tous les petits détails des fleurs, les accessoires des petites souris. Très très belle découverte. Je reprends un petit peu de café. Ensuite, je prends ma liste, parce que sinon je vais en oublier. J'ai lu le livre de... Alors, le livre d'Ayla, j'espère que je prononce bien. C'est une bande dessinée jeunesse dont j'ai lu le premier tome en numérique. Je vous mets ici la couverture. J'étais assez mitigée. Je dois dire que je peux pas dire déçue, parce que j'étais pas spécialement déçue, mais je m'attendais quand même à accrocher davantage, et donc j'ai trouvé qu'il y avait des aspects très sympathiques. Mais ce qui m'a dérangée au fait, c'est très manichéen, avec d'un côté le monde magique où c'est bien, c'est l'harmonie, tout est parfait, et de l'autre côté les humains qui sont méchants, qui ont du coup détruit la magie, qui attaquent Bon. À la limite, effectivement, que les humains aient détruit la magie, etc., ça a même quelque chose... Bon, on est dans du fantastique, j'ai oublié de le préciser. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment ce côté très manichéen, avec d'un côté les personnages magiques, donc les elfes, il y a tout un tas de créatures, les Korrigan, etc., qui sont hyper idéalisés, qui sont angélisés. Et moi, je n'aime pas du tout ce genre d'univers avec les créatures magiques complètement idéalisées, ou qui sont détenteurs de l'harmonie, etc. Quand on s'intéresse aux contes et aux légendes traditionnelles, on voit très vite qu'en fait les créatures magiques, que ce soit les dieux d'ailleurs, que ce soit les fées, etc., ce n'est pas des créatures tout bien, tout amour, et de l'autre côté, les humains, en fait, souvent dans les contes traditionnels, parce qu'on va dire les vrais faits, ça n'existe pas, mais dans la tradition, en tout cas, quand on lit les contes, ce sont des créatures qui sont parfois bénéfiques, parfois maléfiques, qui peuvent être dangereuses, c'est pas tout l'un tout l'autre, c'est les deux. Et du coup, dans cette bande dessinée, on avait vraiment le monde magique hyper idéalisé, avec des créatures qui ne font que le bien. Et moi, ça m'a dérangé, en tout cas dans ce premier tome. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ça me dérange toujours quand on fait cette dichotomie entre les créatures magiques proches de la nature,
c'est bien, c'est beau, c'est un peu comme le mythe du bon sauvage, alors c'est magnifique, ils sont en harmonie, et de l'autre les humains, ah là là, c'est des méchants, etc. Ben en fait, il y a des bons et des méchants dans les deux camps, et en Korrigan, il faut pas le mettre en colère, parce que ça va pas vous faire du bien, une fée, vaut mieux s'en méfier aussi, voilà, donc c'était trop manichéen pour moi. Sinon, la petite histoire, elle est quand même sympathique parce qu'on a cet enfant qui découvre petit à petit qu'elle a des pouvoirs magiques et qui va devoir s'enfuir puisqu'effectivement chez les humains ben, on chasse toutes les créatures magiques et que du coup sa vie est en danger, donc elle va devoir quitter sa famille humaine qu'il avait adoptée pour aller rejoindre les créatures magiques qui existent encore sur Terre mais qui deviennent de plus en plus rares parce qu'elles vont toutes se réfugier dans un monde magique qui serait une espèce de Éden où tout le monde vit en harmonie, bien sûr, parce que personne ne se nourrit, hein, puisque, bon, déjà rien que de se nourrir, en fait, on peut pas être bien et harmonie, puisqu'il faut quand même tuer un animal ou un végétal pour pouvoir s'en nourrir, donc voilà, cette côté, tout le monde vit en harmonie, bah oui, le lion et la gazelle, ils vivent en harmonie, mais voilà, le lion mange la gazelle, quoi. Là, on parle pas d'animaux, mais c'est un petit peu, voilà, ce côté très angélique, où tout le monde il est beau et vit en harmonie, je le trouve un peu trop naïf à mon goût. Encore une fois, on est dans de la jeunesse, mais même pour les livres jeunesse, moi je trouve que je n'aime pas les livres jeunesse qui montrent des choses trop angélisées, comme par exemple des histoires avec des animaux, où tout le monde vit en harmonie et où on fait plus du tout la distinction entre carnivores et herbivores, ils sont tous là à faire la fête autour du feu ensemble. Ben oui, mais la vraie vie, c'est que les carnivores mangent les herbivores, que les herbivores mangent les plantes. Et j'aime bien les histoires pour la jeunesse qui ont ce côté un peu réaliste, quand bien même on serait dans un univers fantastique. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais voilà ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Le dessin, par contre, je l'ai trouvé très sympa. Et l'histoire, encore une fois, elle est chouette, mais voilà, ça manquait, ça avait un côté un peu trop... C'était du coup pour moi pas réaliste. Quand on parle de fées, on me dirait, mais voilà, moi j'aime bien que ça ait l'air vrai quand même. Ensuite, j'ai lu, je cherche... l'autre livre que j'ai lu et je trouve pas, ça j'en ai parlé, ça je l'ai pas, ah voilà, 9 meurtres en 8 clos. Je vous mets la couverture ici. C'est un livre, je pense que je vous en avais déjà parlé puisque c'est un livre audio qui, du coup, comme son titre l'indique, regroupe 9 histoires différentes et il m'en restait juste une ou deux à lire début mars. Donc comme c'est un recueil, il y a des histoires qui m'ont beaucoup plu, d'autres beaucoup moins, certaines dont je suis passée complètement à côté. Il y a des histoires très 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 courtes, il y a des histoires beaucoup plus longues. Donc voilà, d'une histoire à l'autre, c'était un ressenti très différent. En tout cas, le recueil en tant que tel, je l'ai trouvé très agréable. C'est du coup 9 intrigues autour de lui clos, mais ils sont que des auteurs assez anciens. Hein. Donc on a beaucoup Doyle. Peut-être un peu trop de Doyle à mon goût, puisque comme il y avait 9 histoires, j'aurais bien aimé découvrir plein d'auteurs différents. Là, il y avait quand même une grosse majorité d'histoires écrites par Conan Doyle. Et après, il y avait aussi... mince, je ne saurais plus vous dire tous les auteurs. Je vais essayer de vous mettre la liste de toutes les histoires ici. Donc dans le lot, je les ai presque toutes aimé. Il y en a une que j'ai pas du tout compris, en plus j'ai pas compris ce qu'elle faisait là puisque c'est pas vraiment à huis clos, c'est un vieux qui est trop vieux pour travailler. Du coup sa femme décide que bah, si tu travailles pas tu manges pas, donc il va mourir de faim. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de huis clos, enfin, il peut sortir s'il veut, la porte est ouverte, personne ne l'assassine, peut-être sa femme, enfin lui en même temps il dit oh ben d'accord, du coup il va se coucher jusqu'à ce qu'il meure. Ça m'a laissé vraiment très très perplexe cette histoire, mais c'est une histoire très très courte où vraiment tu te demandes mais qu'est-ce qu'elle fait là. Sinon les intrigues avec Sherlock, ben voilà c'est du Sherlock classique. J'ai dans le style de Conan Doyle, je suis pas très fan.
Je trouve que les intrigues sont intéressantes, mais par contre son style, je suis pas du tout fan. Je trouve que c'est très factuel, c'est pas très poétique, c'est pas très fluide. Dis-je, il dit, dis-je, il dit. Ça manque un peu de fluidité. Les liaisons entre les dialogues, etc. C'était voilà, je suis pas très fan du style de Conan Doyle. Par contre, les intrigues, à chaque fois, j'avais très envie de savoir comment ça allait se terminer. Il y a eu une des histoires qui m'a bien plu, et c'était un auteur que je ne connaissais pas, avec un jeune homme qui va enquêter sur la mort. Enfin, il y a comment on appelle ça, un serviteur en fait qui a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et le docteur qui s'occupe de ce jeune homme un peu spécial lui raconte cette histoire, et le jeune homme décide de mener son enquête, et du coup il va s'infiltrer, etc. Et cette histoire a été vraiment pas mal. Donc voilà, dans le lot, il y avait des chouettes histoires. Donc si vous cherchez un audio, pas un roman, du coup ce sont des nouvelles, mais ou des très courts romans, pour accompagner vos séances, par exemple, de tricot, eh ben, je vous conseille 9 meurtres à huis clos, qui a été édité chez Volumen, si je ne me trompe pas. Et voilà, je finis... C'est horrible, des fois je perds le fil de ma phrase. Je veux boire du café. J'en ai fini avec les lectures terminées. Je vous présente très rapidement 2 romans que j'ai en cours de lecture, que j'ai commencé en mars, mais que je n'ai pas encore eu le temps de terminer. Donc Les Oiselles de Nuit, qui est un roman fantasy. J'adore, ça s'ambiante dans un pays imaginaire où il y a des femmes qui sont dotées de pouvoir, et il y a une église qui veut éradiquer toutes les femmes qui ont du pouvoir. Ça vous rappelle des choses de notre histoire. Donc voilà, ça commence dans des familles bourgeoises où ces jeunes femmes sont utilisées, et puis ça part en aventure. Je vous révèle pas tout, et puis je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment prise dans l'histoire. J'aime le style, ça se lit facilement, c'est très agréable. Et dans un univers très différent, mais toujours dans un style très agréable à lire, Les Détectives du Yorkshire. Donc j'avais acheté ce tome double, et là je suis en train de lire du coup le tome 6, qui est Rendez-vous avec quoi? Rendez-vous avec la ruse. Donc voilà, non, je ne l'ai pas presque terminé, il me reste encore tout ça. Donc Les Détectives du Yorkshire, ce sont Samson et Dalila. Nous sommes dans un petit village de l'Angleterre profonde. Samson est un flic qui a été renvoyé parce qu'il est soupçonné de corruption, et donc pendant qu'on mène l'enquête, il est renvoyé. Et donc il retourne dans son village d'enfance, duquel il était parti dans des pas très bonnes conditions, donc il a du mal à se réintégrer dans la communauté. Et il retrouve Dalila, qui était la sœur de son meilleur ami quand il était jeune, et qui a une agence de rencontres et une agence d'informatique. Et lui, il va donc faire une agence de détective privé dans son bâtiment, et ils vont collaborer, et on voit leur relation évoluer au fil des tomes. Je vous spoil rien, puisqu'en commençant ce genre de série, on se doute que si les personnages principaux sont un homme et une femme avec du cozy mystery, c'est qu'il va y avoir de la romance. En tout cas, c'est comme elle dit ma fille, du slow, je sais pas quoi. Enfin bon, il y a un terme pour dire ces romances qui mettent 3 plombes à avancer. Alors là, je suis au tome 6 et ils se sont toujours pas embrassés, hein, donc c'est un pas en avant, 10 pas en arrière. Donc je ne sais pas si à la fin de la série il va se passer quelque chose, mais en tout cas on les voit toujours un petit peu, voilà, se tourner autour. Et à chaque fois il y a de nouvelles enquêtes. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en fait tout se rejoint à la fin, mais à chaque fois ça part quand même, il n'y a pas une enquête, quoi. Il y a plein de choses différentes, et petit à petit ça se rejoint, et tous les tomes sont un petit peu comme ça part dans tous les sens, et on essaye de faire les liens, de comprendre en quoi les différentes affaires sur lesquelles ils vont travailler peuvent avoir des liens entre elles, et voilà. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a des choses que le lecteur sait, mais que
Donc il faut aimer, parce que des fois bon, on a envie de découvrir en même temps que les enquêteurs. Là, le lecteur a des indices que l'enquêteur n'a pas, puisqu'on a différents points de vue. Donc on va avoir le point de vue de Delilah et le point de vue de Samson, mais on a aussi le point de vue des méchants. Et des fois des points de vue d'autres personnages secondaires. Du coup ça donne vraiment une vue, on est la vue de ce village avec différents personnages qui nous révèlent différentes facettes. Donc des personnages qui reviennent très récurremment, mais d'autres qui sont vraiment ponctuels, qui sont des personnages secondaires, mais qui apportent du coup des éléments à l'enquête. Et je trouve ça plutôt sympa comme approche. Et aussi du coup de connaître des choses que les enquêteurs ne savent pas, puisqu'on se demande comment va-t-il finir par comprendre. Donc voici pour mon petit bilan lecture du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, laissez-moi en commentaire une petite emoji livre. Dites-moi si vous connaissez un ou plusieurs de ces livres et si l'un de ceux que je vous ai présentés vous fait envie. Pour le mois de avril, je vais tenter, parce que chaque fois je me mets des objectifs de lecture, je les tiens jamais. Mais en tout cas, c'est le mois un mois au Japon, un challenge lecture organisé par Hilde et Lou sur les blogs. Et du coup, je vais essayer de lire... j'ai un petit livre, je l'ai pris d'ailleurs avec moi, voilà, qui m'a été offert, que je vais lire ce mois-ci, puisqu'il s'agit d'un conte japonais. Donc je vais lire ça sur... J'ai un autre livre qui m'a été offert, toujours en lien avec le Japon, qui est un livre d'estampes sur les chats. Donc voilà, je vais aussi me faire un plaisir de regarder toutes les estampes de ce petit recueil qui m'a été offert. Et ensuite, je pense que je vais essayer de lire un max de mangas. Je vais prendre des vacances aussi au mois d'avril. Du coup, j'espère prendre du temps pour ranger un petit peu mes bibliothèques, faire du tri. Et voilà, à l'occasion du rangement des bibliothèques, peut-être certains vieux livres que j'avais oubliés vont remonter dans la palle. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour parler crochet et tricot.